Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus pour cette émission consacrée aux éphémérides sur notre chaîne Astronature 49. En ce mois de septembre 2024, nous vous invitons à l'observation dans un premier temps de deux planètes de notre système solaire, à savoir Saturne et Neptune, qui vont toutes les deux passer à l'opposition. Nous détaillerons également le moment où notre astre, la Lune, sera partiellement éclipsé par l'ombre de la Terre dans la nuit du 17 au 18 septembre. Et enfin, nous commencerons à vous donner quelques informations sur la comète C 2023 A3 Tsushinshan Atlas qui passera au plus près de la Terre le 27 septembre, à la fin du mois. Ce mois-ci, je suis, comme vous pouvez le constater, en compagnie de Pascal et de Mathieu. Et bien que Robin n'ait pu se libérer, nous serons heureux de l'entendre malgré tout en différé durant cette émission. Et pour commencer, nous nous dirigerons tout d'abord vers Saturne, avec donc ce premier événement qui a lieu le 8, à savoir que la magnifique planète aux anneaux va atteindre son opposition. Et donc, je vais laisser Mathieu nous en parler. Et je crois d'ailleurs que c'est le moment le plus attendu de l'année pour la plupart des astronomes amateurs, surtout ceux qui font de l'observation visuelle, mais également ceux qui font de l'imagerie, tout simplement parce que Saturne, c'est l'une des merveilles du ciel nocturne avec ses anneaux qui rehaussent sa beauté éclatante. Alors, où se trouve Saturne en ce mois de septembre 2024, notamment le 8, eh bien, elle se trouve dans la constellation du Verseau. Donc, elle commence un petit peu à s'élever dans le ciel, mais elle reste encore assez basse par rapport à l'horizon. On n'est qu'à 33 degrés d'élévation, ce qui reste encore relativement faible. Mais voyons le bon côté des choses, voyons le verre à moitié plein, elle s'élève par rapport aux années précédentes. Parce que ça fait maintenant quelques années qu'elle caracole très bas par rapport à l'horizon et qu'on a beaucoup de mal à l'observer dans de bonnes conditions. En 2023, pour citer quelques exemples, elle était sous la barre des 30 degrés, donc un petit peu plus basse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et je suis remonté jusqu'en 2018, où en fait, c'était la pire année d'ailleurs pour observer Saturne, puisqu'elle était même tombée jusqu'à 18 degrés. C'est très bas par rapport à l'horizon. Pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'avoir un horizon dégagé, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Voilà, bon, les choses vont s'accélérer à partir de cette année, désormais, puisque dès l'année prochaine, d'ailleurs, elle va s'approcher des 40 degrés d'élévation, qu'elle va d'ailleurs dépasser très largement à partir de 2026. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, aussi bien pour l'observation visuelle que pour la photographie. De manière générale, en fait, plus un astre va être haut dans le ciel, et plus on va s'affranchir des turbulences et de la dispersion atmosphérique, qui sont effectivement les ennemis numéro un lorsqu'on fait des observations visuelles ou de l'imagerie. Alors tout ça, évidemment, c'est tout bénef pour la qualité des images. Une autre donnée qui est importante également, ça va être la taille apparente de l'objet. Vous savez que les planètes tournent en orbite autour du Soleil, se rapprochent de la Terre, puis s'en éloignent de nouveau dans cette danse commune autour du Soleil. Et donc forcément, on va les voir s'éloigner ou se rapprocher de nous de manière concrète grâce à la taille apparente qui va augmenter ou diminuer en fonction de leur proximité par rapport à la Terre. Alors dans le cas de Saturne, comme c'est une planète qui est relativement éloignée de la Terre, finalement, quand elle est au plus loin de la Terre, ou bien quand elle en est au plus près, la différence de taille apparente n'est pas énorme. Ça évolue entre 15 secondes d'arc et 20 secondes d'arc. Voilà. On perd ou on gagne 5 secondes d'arc en fonction des périodes. Ce 8 septembre 2024, donc pour cette opposition-ci, on sera sur une taille apparente de 18,5 secondes d'arc. C'est correct, c'est très correct. On a connu mieux,
on vous connaîtra mieux également dans l'avenir, mais on n'est pas loin du maximum que peut nous dévoiler Saturne. Cette taille-là apparente est assez importante également en fonction de l'instrumentation que l'on va avoir pour arriver à avoir un maximum de détails. Alors, je rappelle juste une dernière chose pour ceux qui tenteront bien, l'observation de Saturne ou bien des acquisitions en imagerie planétaire, c'est que la planète Saturne, en ce moment, est aux alentours de son équinoxe. Alors, équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud et équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord de la planète. Ce qui veut dire que la planète se présente actuellement, nous fait face de par son équateur. Donc en fait, nous sommes dans le plan équatorial de la planète Saturne, ce qui veut dire que les anneaux de Saturne, qui ces dernières années se montraient relativement bien, eh bien, sont en train de s'incliner de plus en plus et nous allons avoir une vue de profil par la tranche de ces anneaux dans les quelques mois qui vont venir. Donc les anneaux sont en train de se refermer, de se resserrer, ce qui veut dire que malheureusement l'observation et le détail de l'intérieur des anneaux va devenir plus compliqué. Les dernières images qui sont sorties avec des petits instruments de taille moyenne, on va dire 150-200 mm de diamètre, commencent à peiner à montrer la division de Cassini, qui est la plus grande division à l'intérieur des anneaux de Saturne, ce qui est un indice qu'effectivement, le détail des anneaux de Saturne va devenir plus compliqué. Voilà, jusqu'à l'année prochaine, et à partir de l'année prochaine, on aura une réouverture des anneaux, où là, on pourra de nouveau observer l'intégralité des anneaux et l'intérieur, notamment les fameux Spock, qui en ce moment sont plutôt importants et intenses. Merci donc Mathieu pour ces détails que tu as pu nous donner pour pour l'observation de cette planète Saturne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à vous rendre donc sur notre chaîne, à visionner la vidéo que nous avons consacrée justement à cette planète Saturne. Nous mettrons l'affiche dans la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre directement. Maintenant, nous allons pouvoir passer à ce deuxième événement. Il s'agit de l'éclipse partielle de Lune qui a lieu le 18 septembre. Et donc, comment ça va se passer? Je vais laisser Pascal nous le dire. Voilà. Alors, en fait, il s'agira de la deuxième éclipse de lune de l'année. Et la particularité, c'est qu'elle sera visible partout en France, y compris d'ailleurs dans les Caraïbes, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Et par contre, de moindre intensité, mais quand même présente à La Réunion et également donc à l'île Maurice. Alors, cette éclipse, en fait, aura lieu à peu près 10 heures avant que la Lune atteigne son périgée. Euh, on se rappelle ce qu'est le périgée, c'est le point où, en fait, la Lune sera le plus proche de la Terre. Alors, ça veut dire également que son diamètre apparent sera très important. On parle de 33,43 secondes d'arc. C'est une éclipse qui durera environ 4 heures et comportera, comme toutes les éclipses, 5 phases. Alors, je vous les décris brièvement. La première, sachant que la première et la dernière ne sont pas vraiment intéressantes parce qu'il y a une modification lumineuse qui est vraiment très faible. Donc, la première, c'est l'entrée dans la pénombre qui se fera donc à 0h41 en heure universelle, ce qui correspond pour la France, on rajoute 2 heures, donc 2h41. Et puis la deuxième phase, ça sera donc l'entrée de l'éclipse dans l'ombre. Alors cette fois-ci, avec 2 heures plus tard, c'est-à-dire 4h13, pas en temps universel, cette fois-ci en France. Le maximum de l'éclipse, aura lieu à peu près une demi-heure après, à 4h44. Et puis ensuite, ça va être la sortie de l'ombre à 5h16. Et enfin, la sortie de la pénombre, donc à 6h47. Alors, comme on l'a dit, l'entrée
et la sortie bien, sont pas vraiment intéressantes, hein, parce que la perte de luminosité là est très faible, donc on voit pas grand-chose. Alors comment bien l'observer? Déjà, rassurez-vous, une éclipse, c'est pas une éclipse solaire, donc vous pouvez la regarder à l'œil nu. Déjà un bon point. Rien à craindre donc pour les yeux. On peut bien sûr suivre cette éclipse à l'œil nu, mais ce qui est encore plus intéressant, bien sûr, c'est de se parer d'une paire de jumelles ou encore mieux d'un instrument astronomique. Alors, qu'est-ce qu'on verra finalement? Bien, on verra tout simplement l'ombre de la Terre se projeter sur la surface de la Lune. Et comme la Lune est pleine à ce moment-là, eh bien, elle va progressivement s'assombrir et on pourra suivre la progression de l'échancrure qui sera donc plus sombre en fait, au pôle nord, hein, de la Lune. Et d'ailleurs, avec beaucoup de chance, eh bien, il arrive parfois que nous puissions observer, donc au niveau de l'échancrure, une petite teinte cuivrée. Alors, ça va pas être le cas cette fois-ci, mais sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, ce 18 septembre, nous serons tous un peu dans la lune. Exactement. Merci Pascal pour ce que tu as pu nous dire sur cette éclipse. Eh bien, le 21 maintenant, le 21 septembre, nous allons parler de la planète Neptune qui est à l'opposition et qui est donc au plus près de la Terre. Et donc, pour en savoir plus, eh bien, c'est Mathieu qui va nous en parler. Alors Neptune, c'est un peu un grand défi, aussi bien pour l'amateur averti que pour l'amateur débutant. C'est une planète qui est relativement difficile à observer pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a une magnitude apparente qui est la plus faible de toutes les planètes du système solaire. On est aux alentours de 8 de magnitude positive. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elle a un diamètre apparent qui est extrêmement petit. On est autour de 2 secondes d'arc. C'est vraiment très faible. C'est la résolution maximale d'un instrument de 60, voilà, 50-60 mm d'ouverture. L'objectif d'une petite lunette astronomique, par exemple. Dans la réalité, il va falloir un instrument beaucoup plus gros pour arriver à voir Neptune, non plus en tant qu'étoile, mais en tant que disque. Ce qui est un frein, notamment, enfin, ce qui peut se révéler être un piège, dans l'observation Neptune, on peut très facilement confondre la planète Neptune avec une étoile environnante de même luminosité, par exemple. Alors, il y a une chose qui va nous permettre de pouvoir, enfin, déjà d'avoir un bon indice sur l'identité réelle de l'astre, c'est sa couleur. Si l'astre que vous observez aux alentours de magnitude 8, si vous avez une bonne perception des luminosités et de couleur rouge, bah déjà, c'est pas bon signe, parce que Neptune est plutôt de couleur bleue, voire même un bleu très franc. Et ce bleu profond, cette couleur bleu profond, va se voir dans n'importe quel instrument, même le plus petit. Donc déjà, la couleur de l'étoile que vous allez observer est un indice important. Alors le mieux, évidemment, comme Neptune est toujours assez difficile à trouver, est d'avoir un instrument qui soit piloté sur une monture qui possède le GOTO, donc qui vous permette, qui possède une motorisation automatique qui va pointer l'astre directement et puis vous la suivre, bien entendu. Malheureusement, le GOTO, si la mise en station n'est pas tout à fait au poil, peut vous emmener tout à fait ailleurs que sur la cible que vous avez demandée. Donc, il vaut mieux s'armer d'une carte du ciel et faire vos propres observations à l'oculaire de l'instrument, bien sûr, vous faites de l'imagerie avec la caméra imageur, bien entendu. Et puis, ce que vous allez voir sur votre écran ou à l'intérieur de votre oculaire, eh bien, vous allez le comparer avec une carte céleste, soit virtuelle, soit papier, que vous allez avoir à côté de vous, pour vérifier bien la position des étoiles et donc de Neptune dans le champ que vous observez. Alors, où se trouve Neptune, malgré tout, on va en parler. Eh bien, elle se trouve dans la constellation des Poissons. Cette constellation-là même
où se trouvait Uranus il y a encore quelques années. Donc Neptune, en fait, suit Uranus à quelques encablures, se trouve à peu près dans le même coin du ciel. Neptune est un petit peu en arrière par rapport à Uranus, tout simplement parce qu'Uranus avance un peu plus vite sur son orbite que Neptune. Et elle a une élévation légèrement plus élevée que la planète Saturne dont on parlait tout à l'heure. Donc par rapport à l'horizon, eh bien, elle va caracoler au maximum de son élévation à 40 degrés au moment de cette opposition 2024. Donc c'est une cible de très petite taille, on le disait tout à l'heure, 2,3 secondes d'arc. Pour arriver à voir Neptune en tant que disque planétaire et non plus en tant qu'étoile, il va falloir un instrument qui possède une ouverture d'au moins 130-150 mm de diamètre. Et c'est vraiment le strict minimum, parce que pour pouvoir voir son disque dans ce type d'instrument, eh bien, il va falloir que vous zoomiez à fond. Or, lorsque vous zoomez à fond, enfin, quand je dis à fond, au maximum théorique que vous permet l'instrument, donc un télescope de 130 ou 150 mm d'ouverture, son maximum théorique, ça va être aux alentours de 150, 200 fois maximum de grossissement. Le problème, c'est que quand vous zoomez, vous perdez aussi en luminosité. Donc, ce qui veut dire que si vous arrivez à voir le disque, ça va être au prix d'une perte de lumière considérable. Malgré tout, vous allez pouvoir observer également, donc, en plus du disque, cette fois-ci la couleur bleue très sombre, très profond, qui caractérise Neptune. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un instrument beaucoup plus gros, ce qui commence à se démocratiser à notre époque, ces dernières années notamment, vous avez, je ne sais pas, peut-être un 350, 400 mm ou plus en ouverture, et bien là, vous allez pouvoir tenter une autre observation. Neptune, c'est une planète géante gazeuse qui est constituée de deux composants principaux, l'hydrogène et l'hélium. Mais il y en a un troisième qui est minoritaire, qui est l'un des plus importants, notamment dans la façon dont on va pouvoir observer la planète. Il s'agit du méthane. Et ce méthane va créer de larges bandes d'absorption dans la partie infrarouge de son spectre. Ce qui est très intéressant, alors peut-être pas forcément pour ceux qui font l'observation visuelle, mais plutôt pour ceux qui font de l'imagerie planétaire notamment, avec une caméra monochrome, eh bien, vous allez pouvoir ajouter un petit filtre infrarouge qui va vous permettre d'isoler les phénomènes qui vont se dérouler à la surface de Neptune. Et Neptune est particulièrement active, c'est l'une des planètes les plus actives du système solaire. Peut-être réussirez-vous à voir quelques petits points blancs sur le disque neptunien à peine résolu, même à ce diamètre de 350, 400 mm d'ouverture. Et en fait, ce sont de grosses cellules orageuses qui se baladent très régulièrement sur la planète Neptune. Donc ça, c'est une observation intéressante à faire si vous avez un bon matériel. Donc voilà, le 21, c'est l'occasion, si vous ne l'avez jamais fait, soit d'observer Neptune, soit d'aller à la chasse aux orages. Voilà, une observation à réaliser pour ceux plutôt qui sont bien équipés. Le 22 septembre, eh bien, nous passerons à la saison automnale, puisque ce sera l'équinoxe d'automne, donc à 12h43 en temps universel, soit donc 14h43 en heure locale. Et maintenant, nous passons à ce dernier événement qui a lieu le 27 septembre. Alors, vous pardonnerez ma prononciation, mais c'est la comète C 2023 A3 Tsu-Chin-Shan Atlas qui passe au périhélie. Et donc, eh bien, pour donner quelques détails sur cet événement, nous allons pouvoir écouter Robin, donc en différé. Alors voilà quelques mots sur la comète C 2023 A3 Tsu-Shin-Shan. J'espère que je le prononcerai bien. Tsu-Shin-Shan Atlas, qui est une comète qui passera à un point particulier qui est le périhélie. Alors qu'est-ce que c'est le périhélie? Ça correspond, en tout cas pour une orbite héliocentrique, à une orbite qui est le plus proche du Soleil. Alors il faut savoir que les objets célestes, lorsqu'ils tournent autour du système solaire, autour du Soleil, eh bien, ça forme une orbite qui est plus ou moins elliptique, et il arrive un moment
où cet objet-là, il va arriver très proche du Soleil, et à un moment donné, il va s'éloigner. C'est le cas de cette comète-là qui va s'éloigner très très loin. Alors je ne sais plus exactement la distance, mais souvent les comètes ont des orbites très très elliptiques, et non vraiment un cercle parfait. Alors la périhélie, c'est donc ce point au moment où la comète arrive vraiment très proche du Soleil pour repartir et être catapultée vraiment presque en dehors du système solaire, même si c'est pas le système solaire est extrêmement vaste. Donc voilà. À ce moment-là, si on suit la loi des airs, voilà, la comète arrive très proche du Soleil, c'est le moment, les lois de Kepler, c'est le moment où vraiment la comète a sa vitesse qui est maximum. Parce qu'elle plonge vers le Soleil et puis après elle va repartir. Hein, c'est un petit peu comme quand on lance un caillou. Quand il arrive en hauteur, il va arriver à une accélération nulle pour réaccélérer à nouveau. Et c'est exactement ce même principe-là dans une orbite elliptique. Et quand elle va s'éloigner du Soleil, on va appeler un autre point, le point le plus éloigné, qui est l'aphélie. Ou ça s'appelle aussi l'apogée, parce que c'est le point le plus éloigné. Alors que le point le plus près s'appelle le périgée. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ce point-là? Parce que c'est un des moments qui est le plus favorable pour l'observer. En l'occurrence, cette comète-là, elle est relativement intéressante à observer. C'est-à-dire que le 27 septembre, au petit matin, vers 6h30, au niveau de l'horizon Est, vous aurez l'opportunité d'observer cette comète. Donc elle se situera vers la constellation du Sextant, pas très loin du Lion, hein, donc essayez de repérer ça. Le problème, c'est que le contraste va beaucoup diminuer puisqu'elle se trouve à proximité du Soleil. Donc elle sera relativement basse sur l'horizon, et ça sera vraiment un petit défi pour l'observer correctement. Donc voilà, vers 6h30 du matin, horizon Est, pointez vos regards sur cette comète, et peut-être que vous aurez un bel événement en photo. Alors dans un premier temps, essayez plutôt avec des jumelles, des binoculaires, et puis si voilà, vous la voyez, ça peut être intéressant. En plus, elle sera assez basse sur l'horizon, pourquoi pas, si vous êtes amateur de photographie de paysages nocturnes, de faire des choses assez sympathiques avec cette comète. Donc voilà. Donc voilà, nous avons terminé de vous présenter les événements de ce mois de septembre que nous avons choisi. Et avant de clôturer cette émission, eh bien, nous allons pouvoir vous présenter quelques photos qui ont été prises par donc mes amis ici présents. Et la première donc que je vais vous montrer, c'est donc celle de la Voie lactée qui a été prise donc par Robin le à la mi-août, si je me trompe pas. Donc voilà, c'était une photo qui a été prise au smartphone avec donc du stacking classique. Comme quoi, et donc eh bien, on peut sortir de belles images euh, avec simplement eh bien, un téléphone. Pas besoin forcément d'avoir du matériel qui soit professionnel. Maintenant, eh bien, je vous présente cette deuxième photo qui a été prise par Mathieu. Il s'agit donc de la planète Jupiter en couleur et faite donc avec un Newton 150-750 et prise eh bien, dans la nuit du 21 août. Et sur cette image, eh bien, on peut remarquer que sur la planète, eh bien, la bande équatoriale nord s'est considérablement élargie par rapport aux années passées. Et on peut voir aussi que la zone équatoriale eh bien, connaît donc une période de forte agitation, avec aussi eh bien, la bande équatoriale sud qui semble s'instabiliser. Et on peut voir de multiples petites barges brunes qui se sont formées avec un léger rétrécissement apparent. Maintenant, eh bien, nous allons vous présenter donc une photo du soleil qui retrace l'activité telle qu'il a été le mois dernier. Alors, cette photo a été prise par Mathieu avec un Newton 150-750 et cette photo est en date du 22 août. Alors, c'est une région active sur laquelle on a zoomé et formée donc de plusieurs zones sombres dont l'une de ces zones, eh bien, a l'aspect d'un petit cœur. Donc voilà ces magnifiques photos que l'on voulait vous partager ce mois-ci.
En tout cas, on est encore une fois très heureux donc de vous avoir, d'avoir pu vous partager ces éphémérides pour ce mois de septembre. Nous vous invitons donc à partager autour de vous le contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires et en plus j'aime bien sûr. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides et on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.